le monde sait que les bonbons, c'est pas terrible. Mais il Mm. faut oublier que c'est la même chose pour des chips, puisque c'est pas sucré, mais ce sont des glucides. Et donc, tous ces glucides transformés et ultra transformés peuvent avoir un effet, voire même pire que le sucre. Je prends comme exemple, on parle beaucoup d'index glycémique quand on fait référence à la glycémie. Eh bien, l'index glycémique du sucre, donc du saccharose, il est de 70. Alors, l'index glycémique d'un pain mie dont je tairai le nom, qui commence par A et qui finit par RIS, eh bien, ce genre d'aliment, ça a un index glycémique de 100. Et Ouais. donc, il élève encore plus vite la glycémie. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique parce que Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live avec Véronique Lies, comme vous le savez, est une de voilà, nos micronutritionnistes chouchou chez Millet, voilà, qui nous rejoint. On va aborder un terme central qu'on a peu l'habitude d'aborder, et c'est bien dommage quand on parle de Octobre Rose, qui est le lien entre la nutrition et le cancer. On a plus tendance à penser que nutrition et prévention. Donc voilà, Véronique Lies va nous rejoindre. Je vais la laisser se présenter. Elle a écrit de nombreux livres sur la nutrition, sur les hormones. Le dernier en date, c'était le lien entre le poids, c'est ça, comment perdre du poids. Enfin, tu vas nous en parler mieux que nous. Et voilà, nous, ça nous tenait à cœur, en tout cas, de mettre en avant une experte autour d'Octobre Rose sur tout ce qui est prévention alimentaire, les liens entre nutrition, cancer, et nutrition et prise de poids, parce que les deux sont étroitement liés. Donc, tu vas nous parler de tout ça. Je suis ravie de te recevoir. on est bien, tout le monde. Ouais, normalement, c'est bon. Tu m'entends bien, moi? Je n'ai même pas demandé, c'est vrai. Je me suis dit que c'était un jour avec. Non, non. Ouais. Parfait. Donc, peut-être que je te laisse te présenter, Véronique. Tu nous disais un petit peu les livres que tu écris, ce que tu fais et justement en quoi on peut faire appel à tes bonnes lumières au niveau nutrition, parce que je pense que tu en connais un rayon sur le sujet. Oui, alors bah, rapidement, je suis donc diététicienne nutritionniste, donc je m'appelle Véronique Lies et donc j'enseigne. J'enseigne la nutrition aux professionnels de santé. J'ai une plateforme de cours en ligne en nutrition du sport, sur le microbiote, qui est un sujet qui me touche beaucoup. Et j'ai écrit ou coécrit plusieurs livres dont bah, tu en as parlé. Un sur les hormones, qui est évidemment un sujet et passionnant et complexe, mais pour lequel il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tu es bien placé pour le savoir, avec non seulement l'alimentation, mais aussi certains compléments alimentaires bien judicieux. Et puis, bah, le petit dernier, c'est ma Bible pour perdre du poids sans régime, qui me tenait vraiment à cœur parce que ce mot régime, il y a encore beaucoup, beaucoup trop de personnes qui l'appliquent dans leur quotidien. Et donc, il y a une forme de pression sur le poids et ça passe d'office par des régimes, alors qu'en réalité, faire des régimes, ça marche pas et faire des régimes, c'est même délétère à la santé. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie dans ce livre de parcourir tout ce qui, alors c'est un peu ambitieux, hein, mais tout ce qui, de près ou de loin, contribue à une prise de poids ou empêche d'en perdre et faire prendre conscience que finalement, en mangeant, enfin, en suivant quelques règles de façon souple, sans rigidité, il y avait tout à fait moyen de perdre du poids. Et d'ailleurs, c'est les témoignages en général, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, c'est de dire, ben voilà, j'ai acheté votre livre et j'ai perdu X kilos, vraiment sans me priver, enfin sans se priver. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de miracle non plus, mais le but justement, c'est de certainement pas faire régime et de corriger certaines erreurs. Et parfois, c'est très facile à faire. Voilà. Oui, tu as raison. Et de toute façon, les régimes trop restrictifs, je pense qu'on est complètement sorti de ce côté-là. Les régimes qui étaient un peu soit très limités, monodiète, mono-ingrédients ou trop restrictifs. Moi, j'ai travaillé avec la clinique du poids qui avait suivi des femmes sur 20 ans et l'effet yo-yo, il a été documenté des dizaines de fois. En plus, c'est pas bon pour l'organisme parce qu'il y a une idée de poids d'équilibre, en fait, finalement. Donc effectivement, moi j'aime beaucoup cette philosophie de dire en fait apprenons à repérer les ingrédients qui nous font du bien,
Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, hein, manger plus en conscience, mais en tout cas, intégrons l'alimentation comme un élément de notre santé. Notre santé, notre énergie, c'est pas que un poids sur une balance à l'instant T. Il y a beaucoup de choses à faire autour de la nutrition. Si tu disais, alors j'imagine qu'il y a énormément de choses, en plus toi tu es très pointu au niveau même de la micronutrition, mais si tu avais quelques grandes lignes à faire ressortir au niveau, on va dire peut-être juste de la santé pour commencer, puis après on parlera effectivement de la prise de poids, quelles sont les causes les plus fréquentes de prise de poids et en quoi ça peut être mauvais également pour la santé. Mais voilà, d'aborder déjà le lien entre alimentation et santé, parce qu'on oublie que c'est notre premier médicament. On oublie un peu trop. Fait. Alors, en fait, tout est lié, hein, bien sûr. Donc, quand tu dis on va d'abord parler santé et ensuite poids, c'est vrai qu'il y a bien sûr des choses qui vont se rejoindre, hein, ça c'est évident, mais il y a des choses qui peuvent se différencier. Euh, en réalité, beaucoup de choses se définissent déjà, et ça c'est important de le dire pour pas non plus culpabiliser les gens, eh bien, pendant la grossesse. Donc, on a déjà une forme de programmation santé, on commence depuis le début, qui se fait pendant la grossesse. Il y a une période de 1000 jours qui va au-delà de la grossesse, durant laquelle beaucoup de choses se programment. Donc, cette période, ça s'appelle la DOAD. C'est une période de 1000 jours entre le jour de la conception et à peu près l'âge de 2 ans. Et Donc, peu importe l'alimentation de la maman, c'est pas l'alimentation forcément de la maman qui va influer, ou beaucoup. ça qui est intéressant, c'est justement qu'aujourd'hui, s'il y a des jeunes femmes qui ont un désir de grossesse ou qui sont enceintes, c'est vraiment de sensibiliser par rapport au fait que c'est une période qui est vraiment cruciale Mm. pour leur santé, bien sûr, mais aussi la santé de leur enfant pendant toute sa vie. Mm. Euh, Ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est un petit peu sous-estimé. Donc, cette DOAD, elle est très importante. Donc, ça veut dire que pendant la grossesse, la maman, elle a besoin des oméga 3. On est beaucoup à en manquer dans la population. Elle a besoin de manger beaucoup de fibres et de bien chouchouter son microbiote parce que ça va être un magnifique cadeau qu'elle va faire à son enfant au moment de la naissance. Privilégier un mode de naissance par voie basse et éviter, si on peut, bien entendu, la césarienne. Parfois, c'est une obligation, hein, la césarienne, mais voilà. Et puis, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe aussi même des techniques pour corriger, entre guillemets, une naissance par césarienne. Ça s'appelle le vaginal seeding. Juste pour expliquer pourquoi on parle de naissance par voie basse, c'est pour agir sur le microbiote, parce que c'est le moment où le microbiote est très transmis. Donc, je savais pas qu'on pouvait corriger après une césarienne. Comment on fait? Vaginal seeding. Donc, il y a plusieurs techniques. D'une part, il y a le vaginal seeding qui consiste à prendre un petit morceau de tissu et à l'imbiber avec les sécrétions vaginales et anales de la maman, parce qu'apparemment le microbiote au niveau de l'intestin et donc au niveau anal est encore plus important dans la transmission. Et on va en badigeonner l'enfant. Je conseille évidemment de faire ça accompagné avec une infirmière, etc., pas faire ça de son côté n'importe comment. Donc ça se fait au moment de la naissance. Et après, s'il y a eu naissance par césarienne, ben, on peut aussi encourager fortement l'allaitement. Et si ça, c'est pas possible non plus, il y a des laits maternisés qui sont enrichis en prébiotiques, ou bien on peut rajouter des prébiotiques à son enfant. Donc, on commence vraiment maintenant à découvrir de plus en plus toutes ces techniques qui permettent de corriger certaines situations liées à la naissance. Donc, cette période de la DOAD, elle est très importante. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on peut encore agir au niveau de l'enfant, au niveau de l'adolescent et au niveau de l'adulte. Et c'est de ça dont on va parler ici maintenant. Donc, le lien entre alimentation et santé, il est juste énorme parce qu'aujourd'hui, il y a quelques grands mécanismes par lesquels potentiellement on va affaiblir notre santé et notre immunité. On en a déjà parlé, sans doute un des plus importants, c'est le microbiote. Le microbiote, c'est cet ensemble de micro-organismes. Ce ne sont pas que des bactéries, ce sont aussi des virus de bactéries, hein, des phages, ce sont aussi des archées, ce sont aussi des levures, des champignons. Donc, c'est tout un ensemble de micro-organismes qui ont vraiment la main sur notre santé. Aujourd'hui, on découvre le pouvoir qu'ils ont
puisque ce sont des micro-organismes qui peuvent soit induire de l'inflammation et toute une série de problèmes de réaction du système immunitaire, ou au contraire nous protéger face à de très nombreux agresseurs et nous protéger dans un mode anti-inflammatoire. Et donc, quand on dit de manger beaucoup de fibres, c'est à ça que ça sert notamment. Mais souvent, Véronique, ce qu'on dit quand même, c'est que le microbiote est très hérité. Tu en as parlé de cette fameuse DOAD et des premiers jours. D'ailleurs, je pense que les périodes correspondent à peu près aux fenêtres de vie les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens aussi, forcément, parce que c'est là où tout se met en place, en fait, un peu le setup. Euh, Est-ce que, donc, quand on a hérité d'un microbiote à la naissance, donc on peut le modifier, on peut améliorer, hein, tu me disais, je crois, jusqu'à 5%, mais est-ce qu'il y aura toujours des gens qui ont tendance à avoir cette fragilité de microbiote et d'autres avec des microbiotes plus renforcés? Est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre qui est importante au niveau du microbiote? Il y a une marge de manœuvre, mais on ne fait pas un microbiote. On aimerait bien, hein. On aimerait bien, évidemment. Alors, par contre, il y a des techniques qui sont à l'étude aujourd'hui, et notamment la transplantation du microbiote fécal, qui, elle, vraisemblablement permettra d'aller au-delà de ce que peut l'alimentation, qui est déjà utilisée dans des infections à Clostridium difficile avec énormément de succès, puisqu'on a plus de 90% de guérison Ah oui. peuvent quand même globalement en mourir, hein, donc c'est quand même un vrai problème de santé. Et aujourd'hui, on a plein d'études pour l'utilisation de cette transplantation du microbiote fécal, mais elle n'est pas encore utilisée en pratique courante parce que c'est comme un médicament en France et donc ça doit faire l'objet de toute une procédure qui n'est évidemment pas simple parce qu'il il peut y avoir bien sûr des contre-indications, on ne sait jamais comment la personne peut réagir. Donc ça, on est dans le médicament, donc on n'a pas là-dessus. Par contre, par l'alimentation, c'est vraiment très très clair. On peut moduler son microbiote, mais il y a un mais. Si on part mal, entre guillemets, dans la vie, euh, Mhm. avec un microbiote qui n'est pas très équilibré, les efforts qu'on va devoir fournir, ils doivent l'être en permanence. Mhm. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a du relâchement, hop, notre microbiote, il a cette fâcheuse tendance à revenir à sa configuration de base. Donc, d'où l'importance d'avoir le meilleur microbiote possible depuis qu'on est. Et puis, pour le transmettre aux générations, parce que comme on dit que c'est en partie hérité, j'étais tombée sur une étude aussi aux États-Unis où il y a beaucoup d'obésité. Ils se sont rendus compte que plus le microbiote était dégradé en obésité, plus ça se transmettait aux enfants également. Et donc, il y a aussi cette idée de se dire, bah voilà, on le fait pour nous. Et aussi, comme tu disais, avant de tomber enceinte et tout, c'est un moment important pour éventuellement moduler un petit peu la donne et éviter que ça soit un cercle vicieux aussi, tout simplement. Aussi, et je pense que c'est très important de faire passer ce message, qu'on n'est pas égaux sur la balance. Et qu'il faut arrêter de penser que l'obésité, c'est un choix, que les gens s'empiffrent. Et il y a encore cette Obèse, c'est atroce. Ouais. vraiment, c'est de la grossophobie qui est liée à un manque de connaissances qui est juste incroyable. Les gens ne choisissent pas de devenir obèses. Ils vont en effet hériter de leurs parents d'un microbiote qui va les mettre en conformation de stockage permanent, qui va faire en sorte qu'ils deviennent insulino-résistants pour faire lien avec une hormone importante, et puis diabétiques, etc. Et qui vont donc, enfin, il y a plein de mécanismes par lesquels le microbiote est en lien avec le surpoids et l'obésité. On a la production d'acides gras à courte chaîne qui peuvent, en excès ou mal équilibrés, favoriser une prise de poids. On a l'inflammation liée à l'obésité qui favorise l'insulinorésistance et qui augmente l'absorption des calories. Donc, Ouais. comment voulez-vous? Ça veut dire qu'une personne qui mange sainement, qui va manger tout à fait équilibré, si elle absorbe 30 à 50% plus de calories que son voisin, c'est évidemment injuste. Ça veut dire que cette personne, elle doit s'affamer pour ne pas absorber autant de calories. Donc, ça permet vraiment voilà, de faire comprendre qu'il faut arrêter de croire que les problèmes de poids et d'obésité sont liés vraiment que au fait de manger mal ou voilà à la base. Peut casser le cercle vicieux aussi, ça c'est important, on peut le moduler à minima. On a en effet de moyens, mais
pas non plus à 100%, on est bien d'accord, et bien de corriger certains problèmes. Donc, le microbiote, Il y a un lien direct avec l'immunité. bien sûr, il y a un lien direct avec l'immunité, puisque l'inflammation, elle fait partie du système immunitaire. Donc, ces personnes étant en état inflammatoire permanent, si on a un microbiote qui influence dans le sens de l'inflammation, donc ça va perturber l'immunité. Et puis, il y a une communication permanente entre les bactéries et les cellules de notre immunité. Et on sait par ailleurs que 70-80% des cellules immunitaires se trouvent au niveau de l'intestin, ce qui montre bien à quel point voilà, ce sont vraiment des soldats qui sont à la frontière et qui sont prêts à nous défendre. Et si cette relation, si cet environnement n'est pas judicieux, n'est pas optimal, eh bien à un moment donné, ça ne va pas bien se passer. Donc le microbiote, premier acte. Le microbiote, c'est voilà, bon, une des choses importantes. En lien avec ce microbiote, mais pas que, l'inflammation. Aujourd'hui, le fait de manger des aliments industriels, transformés, hyperglycémiants, etc., ça favorise un état inflammatoire, qui est donc en partie lié à l'impact sur le microbiote, mais pas que. On a clairement des défenses anti-inflammatoires qui peuvent être apportées par l'assiette. Vous avez notamment le fameux équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Okay, et donc, ces acides gras de notre assiette, l'inflammation, elle est importante parce que l'inflammation, elle nous permet de nous défendre. Donc, on en a besoin. Le but n'est pas de l'éteindre. C'est un signal d'alarme pour le corps. Par contre, lorsque on a trop de ce signal pro-inflammatoire et pas suffisamment de réponse anti-inflammatoire, eh bien, on va se retrouver avec cet état inflammatoire latent qui, lui aussi, fait partie sans doute des causes les plus importantes de maladies aujourd'hui. L'inflammation, c'est le nid, c'est le lit, c'est le berceau vraiment de pathologies, de très, très, très nombreux, presque toutes les pathologies en réalité. Tout ce qui est lié au syndrome métabolique, quoi, le foie gras, les diabètes de type 2, toutes ces choses-là, hein, seraient des Mais pas que. C'est maladies communes. on parle du cancer dans ces jours-ci de façon très heureuse, d'ailleurs, qu'on en parle beaucoup. Et l'inflammation fait aussi partie du nid de développement du cancer. Donc, c'est important d'avoir dans l'assiette vraiment, non seulement on va éviter tout ce qui peut agresser l'alcool, par exemple, agresser notre microbiote ou favoriser de l'inflammation, les modes de cuisson hyper agressives qui détruisent non seulement des bons nutriments, mais qui en plus vont entraîner la formation de toxiques, évidemment plutôt pro-cancer et pro-inflammatoires. Et puis on a dans l'assiette des milliers, parce qu'on parle vraiment de milliers, de molécules magiques, des composés bioactifs, des phytonutriments qui vont nous protéger de cette inflammation et de cette oxydation, puisque la plupart du temps, eh bien, ça va ensemble, oxydation, inflammation. Et donc, pour éviter de s'enflammer et pour éviter de rouiller de l'intérieur, eh bien, on va conseiller de mettre beaucoup de végétaux au menu, beaucoup de fibres au menu, et d'équilibrer son assiette entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc, les oméga 6, on en a besoin, mais pas en excès. Donc, et on en a beaucoup parce qu'on en retrouve beaucoup dans l'alimentation. Donc, vous avez les oméga 6 qu'on retrouve plutôt dans les aliments d'origine animale, notamment la viande. Et étant donné que les animaux sont mal nourris, parce que c'est un vrai problème de santé, eh bien, la viande est trop riche en oméga 6 et ne contient pas d'oméga 6, sauf si vous avez des animaux sauvages, des Bleu blanc cœur qui aide à se repérer un peu. Voilà, le label bleu blanc cœur, c'est super. Franchement, moi, je suis une ambassadrice parce que c'est quelque chose qui est tellement logique, qui est tellement évident. Donc ces oméga 6, on évite l'excès, donc au animal, mais aussi au niveau végétal. Il y a des huiles comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin, qui sont mal équilibrées, qui sont beaucoup trop. Donc, on va plutôt les diminuer. On ne va pas les mettre au menu tous les jours. À l'inverse, il y a des huiles bien mieux équilibrées, par exemple l'huile de colza ou l'huile de noix ou l'huile de caméline ou l'huile de lin.
Et là, on va les utiliser. Voilà. Alors, colza, c'est à peu près 2 cuillères à soupe par jour. L'huile de lin, c'est seulement 1 cuillère à café parce que c'est très, très riche en oméga 3. Donc, un excès n'est jamais bon. Donc, le but n'est pas de boire à la bouteille de l'huile de lin. Elle est très, très fragile et ce sont des huiles qu'on ne chauffe pas. Donc, on va plutôt les utiliser à froid. Donc, cet équilibre-là, il est important, sans oublier les oméga 3 du poisson gras. Euh, et là, je voudrais faire un petit bémol quand même. C'est que, évidemment, l'idéal serait que le poisson gras soit pur et magnifique. On sait que les toxiques de la mer, les métaux lourds, les dioxines, etc., se stockent dans le gras. Et donc, les grands poissons prédateurs sont bourrés de ce genre de toxiques. Et donc, ils ne sont plus à conseiller d'un point de vue alimentation. Donc, de manière générale, on conseille de manger des petits poissons gras, la sardine, le hareng, le maquereau. Et maintenant, j'en arrive même à déconseiller le poisson gras aux femmes enceintes et à plutôt opter pour des compléments alimentaires. Tellement aujourd'hui, on se rend compte quand même de l'impact, non seulement de leurs besoins cruciaux en oméga 3, mais de l'impact très délétère de tous ces toxiques, de toutes ces substances au niveau du. On a évoqué un petit peu l'insuline. Je ne sais pas si tu as vu la dernière étude des sorties de Harvard sur les cancers chez les moins de 50 ans qui augmenteraient, qui pointe énormément le sucre du doigt, notamment au-delà de l'alimentation transformée, en disant une alimentation vraiment trop riche en sucre rapide. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais effectivement, on avait beaucoup diabolisé le gras, que ce soit pour le poids ou la santé à un moment. Maintenant, c'est le sucre qui revient très fortement dans le viseur. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, toi? Alors, je conseille de ne pas faire un focus sur le sucre, mais plutôt sur tous les aliments hyperglycémiants. C'est Mm. vrai, du sucre, et à raison, parce que voilà, le sucre, on sait que ce n'est pas excellent pour la santé, et ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, là où il est important de faire la part des choses, c'est que c'est pas que le sucre, c'est la réaction que provoque l'ingestion d'un aliment sur notre glycémie, le problème. Et donc, Quelqu'un est là-dessus en disant est-ce que c'est pas plutôt les pics de glycémie qu'il faut réguler pour être mieux dans son corps? Je pense que c'est exactement la réponse que tu es en train de donner. si vous faites une activité physique et que vous mangez un petit peu de sucre et que vous le brûlez, ça ne va pas poser de problème en termes de santé. C'est cette combinaison sédentarité-sucre qui pose déjà problème, puisque quand on est assis et qu'on s'envoie un paquet de bonbons, où ça vous fait évidemment un shoot de glycémie alors que vous n'allez pas le brûler. Il y a Euh, des gens au sucre, hein. Moi, je connais des gens qui, en fait, le problème, c'est que ça entraîne vraiment une addiction. Moi, j'ai très proches qui, quand ils ont dit j'ai mangé de moins de 2 paquets de bonbons par jour, ils sont contents. Et ça, c'est trop. Donc, il y a quand même une mesure pour les sucres rapides à apporter parce que c'est addictif. Alors, c'est en effet, ça, c'est pas addictif au sens de la drogue. Il y a beaucoup de malentendus parce qu'il y a cette étude sur le rat où on dit le sucre, c'est pire que, pas relativiser quand même. C'est pas une vraie addiction dans le sens qu'il y a un sevrage et qu'on, voilà, mais ça entraîne en tout cas un comportement qui ressemble, on va dire, à une addiction et une forme de demande parce que fatalement, quand on fait une hypoglycémie, on a envie de manger du sucre et donc on va être attiré vers ce genre d'aliments. Mais globalement, tout le monde sait que les bonbons, c'est pas terrible. Mais il Mm. faut oublier que c'est la même chose pour des chips, puisque c'est pas sucré, mais ce sont des glucides. Et donc, tous ces glucides transformés et ultra transformés peuvent avoir un effet, voire même pire que le sucre. Je prends comme exemple, on parle beaucoup d'index glycémique quand on fait référence à la glycémie. Eh bien, l'index glycémique du sucre, donc du saccharose, il est de 70. Alors, l'index glycémique d'un pain mie dont je tairai le nom, qui commence par A et qui finit par RIS, eh bien, ce genre d'aliment, ça a un index glycémique de 100. Et donc, il élève encore plus vite la glycémie et donc c'est un vrai problème de santé publique parce que ces producteurs maintenant ont bien compris, par exemple, que labelliser leur aliment complet, ça va avoir
un côté santé, et en réalité, rajouter des fibres comme ça dans l'aliment n'a pas du tout le même effet en termes de santé qu'une fibre naturellement présente dans l'ingrédient. Et donc, tout ça, finalement, c'est ça le problème, c'est qu'ils fabriquent des faux aliments santé qui ont des effets hyperglycémiants et donc hyper insulinisants, puisque l'insuline va s'élever en réponse à cette hyperglycémie. Et on sait que l'hyperinsulinisme, quand il est chronique, eh bien, il va épuiser le pancréas qui fabrique l'insuline et à un moment donné, ça va plus bien se passer. Donc, non seulement ça va faire un surpoids, mais ça va être la porte ouverte au prédiabète et au diabète pour finalement eh bien, avoir ce bruit de fond inflammatoire qui va générer des cancers et des problèmes de santé. Comment éviter? Parce que ce qui est intéressant, c'est de dire qu'un même aliment peut avoir des index glycémiques très différents. Par exemple, aussi, les galettes de riz soufflées, il paraît que c'est une catastrophe. Dès que c'est cuit, souvent à très haute température, plus c'est processé, plus c'est hyperglycémiant. Donc, plus ça va générer un fort pic d'insuline et être moins bien absorbé par l'organisme. Alors que du riz basmati cuit à basse température aura un index glycémique beaucoup plus raisonnable. Donc ça, c'est intéressant de donner peut-être quelques pistes voilà, pour éviter effectivement ce pic d'index glycémique qui est peut-être pas aussi évident, comme tu le disais, que juste manger des bonbons sucrés, mais qui est présent dans beaucoup d'aliments. Qu'est-ce que tu conseilles, si tu as trois grandes lignes, pour éviter cette hyperglycémie? Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire. Les choses évidentes, on va les éviter, hein, éviter les bonbons, etc. Ça, c'est très clair. Les premiers grands conseils très bateaux et très généralistes, c'est éviter les aliments transformés. Et donc, vous l'avez bien compris que les galettes de riz, ça pousse pas aux arbres. Hein, donc, fatalement, c'est un produit transformé. Et donc, en effet, ça élève très fort la glycémie. Donc, il y a quelques petits conseils élémentaires. Ça va être manger des aliments complets, mais naturellement complets. Du quinoa, du riz sauvage, du riz basmati complet, mais pas des produits transformés complets comme les pains mie, ce genre de choses. Donc ça, c'est déjà un élément. La deuxième chose, c'est alors ça dépend un petit peu qui, on n'est pas obligé de le faire chaque fois, mais de manger les féculents plutôt en fin de repas. Donc de terminer son repas par les féculents, ça permet de moins élever sa glycémie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de cuire ces féculents la veille. Alors, je dis féculents, mais ça peut être des lentilles, ça peut être tout un tas de choses. Tous les aliments, finalement, qui contiennent de l'amidon, eh bien, on va les cuire la veille, on va les mettre au frigo et on va les manger le lendemain. Chaud ou froid. Vous pouvez les manger froids, ça c'est le top, mais vous pouvez leur donner un petit coup de réchaud aussi, sans les cuire à nouveau, évidemment, juste rapidement les réchauffer. Et donc, le fait de faire refroidir de l'amidon après cuisson, ça le transforme en amidon résistant, résistant à notre digestion. Ça veut dire qu'on va moins en absorber, donc on va moins élever sa glycémie, on va avoir moins de calories aussi. Et en plus, l'amidon résistant se transforme en prébiotique, donc il va aller nourrir notre microbiote. Donc ça, c'est la magie complète. Alors, pardon? On en parle de plus en plus des féculents froids, de dire manger des féculents froids, des salades de pâtes, des salades de riz, c'est très intéressant. Un petit truc assez intéressant, on les cuit la veille, on les mange le lendemain. Après, vous avez des aliments qui vont vous aider aussi à un petit peu diminuer la glycémie. Le thé vert, par exemple. La cannelle est absolument géniale, une petite tisane de cannelle. L'hibiscus, une petite tisane d'hibiscus en fin de repas. Donc, on sait que tous les polyphénols ont cette capacité à réduire l'élévation de la glycémie. Donc, on a plein de choses. Les oméga 3, ils sont partout. Eh bien, ils sont aussi très importants pour la sensibilité à l'insuline et bien sûr la cuisson. Plus vous allez cuire notamment les pâtes, etc., plus elles vont être hyperglycémiantes. Donc, on doit vraiment les cuire à l'italienne, hein, al dente, les pâtes. Donc, il y a 1000 choses qu'on peut faire en plus de limiter sa consommation d'aliments transformés pour essayer de limiter cette glycémie et évidemment manger des aliments peu hyperglycémiants, donc les légumes en numéro 1, le top numéro 1. Si votre assiette est remplie à moitié de légumes, eh bien déjà, entre guillemets, c'est gagné parce que les légumes vont, entre guillemets, lisser la glycémie. Donc, on va vraiment avoir un effet correcteur, je dirais, sur la glycémie générale. Donc, voilà.
Super. Donc, on a parlé microbiote, bons acides gras, index glycémique. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est ton triptyque, on va dire, santé et perte de poids, finalement. Parce qu'on dit que les deux sont étroitement liés. Voilà. Les deux sont liés et puis il y a toute une série de choses sur lesquelles on peut aussi attirer l'attention. Par rapport au poids, vous avez aussi tout ce qui est édulcorant, additif. On sait aujourd'hui, tu Oui. as parlé des perturbateurs endocriniens, mais ils sont loin d'être seuls. Alors évidemment, c'est ton domaine et tu fais bien d'en parler parce que c'est une vraie plaie. On est envahi par des perturbateurs endocriniens, donc tous ces toxiques qui vont vraiment euh, faire fonctionner nos hormones différemment, soit les booster quand c'est pas souhaitable, soit plutôt limiter leur action alors qu'on aimerait bien justement avoir un effet hormonal. Donc on est vraiment envahi au niveau alimentaire, mais au niveau environnemental, au niveau des produits. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient fort à cœur justement que dans les produits, il n'y ait pas des perturbateurs endocriniens et c'est bien heureux. Mais à côté de ces perturbateurs endocriniens, il y a aussi d'autres additifs qui vont avoir un effet très délétère sur la santé. Et quand on voit le temps que ça prend pour faire admettre que non, ces molécules, ces substances sont délétères, c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Moi, je me souviens de congrès pendant mes études de diététique, et donc ça remonte quand même déjà un petit peu, où il y avait vraiment l'intention, c'était de réhabiliter les édulcorants, parce qu'il y avait déjà ce message comme quoi c'était mauvais pour la santé. Et donc, congrès entier, mais non, c'est bon, allez-y, les diètes, conseillez les édulcorants. Aujourd'hui, on a une étude qui a montré que l'aspartame, en effet, augmente le risque de cancer du sein. On sait aujourd'hui même que les mécanismes par lesquels ça fonctionne, les édulcorants, modifient notre microbiote et vont augmenter le risque d'insulinorésistance. Et ça, c'est un exemple absolument merveilleux de comment un ingrédient qui contient 0 calorie fait grossir. Ouais. Et ça, c'est vraiment un message que je veux passer aujourd'hui et dans mon livre, c'est arrêter de compter ses calories et de Calories, ça sert à rien. entendu, si on a beaucoup trop d'aliments sains, on va aussi prendre du poids, mais beaucoup moins que si on mange beaucoup trop d'aliments transformés. Et on prend du poids en ne mangeant pas trop, mais en ne mangeant que des aliments transformés. Et aujourd'hui, c'est absolument clair que toutes ces substances à 0 calorie, eh bien, pèsent sur la balance dans tous les sens du terme. Et petite question, si jamais on a un cancer ou on est tombé dedans, est-ce qu'il y a des aliments qui sont absolument proscrits? Et j'ai une petite question qui est passée aussi sur quelqu'un qui me dit, mais quels sont les meilleurs aliments pour nos adolescents qui continuent sur les phases de vie? Donc si jamais on peut répondre à ces deux points, ça peut être intéressant. Alors, des aliments, j'aime pas dire qu'il y a des choses à proscrire, bien évidemment, mais par rapport au cancer, l'idée c'est d'intégrer tout ce que je viens de dire, un bon équilibre entre oméga 6 et oméga 3, avoir un très bon microbiote, parce que, alors évidemment, il y a plein de types de cancers avec des causes très variables. Donc, une différence entre un cancer de l'intestin et un cancer du sein, hein. Mais quand même, il y a toujours ce dénominateur commun qu'est le microbiote. Donc, le microbiote peut, par un manque de production de butyrate, qui est un acide gras à courte chaîne que l'on est supposé produire quand on mange beaucoup de végétaux et beaucoup de fibres, ce butyrate, c'est un anti-inflammatoire qui nourrit correctement notre microbiote et notre muqueuse, enfin, tout l'environnement intestinal. Donc, par rapport au cancer du côlon, c'est vraiment la clé, limiter la viande et manger beaucoup plus végétal. Mm. Au cancer, il y a l'idée, c'est d'éviter les toxiques. Donc, si je devais citer un aliment auquel je pense, ce serait l'alcool. On sait aujourd'hui que, contrairement à ce qui a été dit pendant des années, un petit verre, c'est bon pour la santé, voilà. C'est plus du tout aussi clair en ce qui concerne le cancer, et notamment le cancer du sein, où on sait que le risque augmente dès le premier verre. Non, mais c'est le lobby bordelais qui disait ça, parce on l'a maintenant aujourd'hui. Un verre par jour, ça monte de 10% le risque de cancer du sein. Voilà. Du cancer, c'est tolérance zéro, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire un petit verre.
Bien sûr, non, non, puis il y a toujours ce 80-20. Moi, j'ai toujours entendu le corps, quand on fait 80% du temps les choses bien sur le régime de base, il est tout à fait capable d'absorber des écarts le week-end. Enfin, c'est pas être ayatollah, c'est juste intégrer dans sa routine 80% de base de mieux, quoi, du végétal, des fibres, des oméga 3. C'est de ne pas réhabiliter l'alcool comme certains essayent de le faire et de lui garder cette étiquette d'aliment plaisir. Voilà, donc ça c'est important. Donc si je devais citer un aliment, ce serait vraiment l'alcool. Et puis on sait évidemment que dans le cancer du sein, il y a des cancers hormonodépendants qui vont donc dépendre d'une charge œstrogénique trop importante. Et là, il y a mille choses à dire. Bien sûr, il y a tous ces perturbateurs endocriniens. Bien sûr, il y a des périodes de la vie où on a des charges en œstrogène plus importantes, notamment avant la ménopause où on est en hypertonie, et ça peut jouer. Et après, on a voilà, toute une série de choses, mais on sait par exemple que eh bien, le microbiote joue un rôle également. Il est capable d'aller déconjuguer, je dirais détricoter nos œstrogènes, puisque ces œstrogènes, on est supposé les éliminer. Et donc, ils sont conjugués, ils sont accrochés à une molécule pour qu'on puisse les éliminer. Eh bien, ces petites bactéries, certaines petites bactéries sont assez malignes et elles vont aller déconjuguer parce qu'elles ont justement envie d'utiliser la molécule avec laquelle l'œstrogène est collé. Et donc, du coup, ça permet une réabsorption des œstrogènes. Et donc, on a une augmentation de la charge en œstrogène. Et puis, il y a le côté hépatique. Et là, il y a une part de génétique, bien sûr, puisque le foie détoxifie les œstrogènes et que malheureusement, alors la génétique et le mode de vie, hein, bien sûr, on peut agir dessus. On a une certaine tendance à détoxifier ces œstrogènes, soit dans un sens protecteur, qui est la voie 2OH, soit dans un sens plutôt problématique, la voie 16OH. Et donc, on sait qu'une alimentation plus végétale et certaines substances comme le fameux DIM eh bien, aident à mieux détoxifier ces œstrogènes. Donc, par rapport au cancer, là aussi, l'idée, c'est manger très végétal, pas bon rapport oméga 6, oméga 3, chouchouter son microbiote, pas boire trop d'alcool, et donc des choses de bon sens finalement. Finalement, quasiment vegan à l'exception des oméga 3 d'origine végétale, d'origine animale. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au vegan, vraiment pas. Moi, je suis pour le flexitarisme. Oui. Absolument aucun problème à manger des aliments d'origine animale, de la viande une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais ça ne pose pas de problème. Après, chacun fait ce qu'il veut. Certains se sentent très... De cloche, et effectivement, moi j'ai toujours le sentiment que le flexitarisme est le plus adapté quand même par rapport, tout simplement parce que ça fait des années, des générations, des siècles que les hommes mangent de la viande. Donc je pense que quand on a eu un régime, il ne faut pas s'en couper du jour au lendemain de manière aussi tranchée. Et que voilà, je préfère la modération aux choses très extrêmes. Mais effectivement, ce régime flexitarien ou même plus végétarien revient quand même beaucoup à l'avant comme des régimes finalement assez équilibrés, assez protecteurs. Euh, La seule diète reconnue par la science pratiquement, c'est la diète méditerranéenne. Et elle inclut quand même du poisson, elle inclut du fromage de brebis, donc elle n'exclut pas les aliments d'origine animale. Donc l'idée, c'est surtout de manger moins de viande parce que pour certains, ça fait partie encore du quotidien. Et s'il n'y a pas une fois de la viande, parfois 2 fois, c'est un problème. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de limiter. Ralentir à tous les niveaux, hein, et pour l'écologie et pour la santé. Comme quoi, tout se complète dans le bon sens. Et petite question sur la nourriture des adolescents. Tu avais commencé par les phases de vie, c'est extrêmement important. On disait les 1000 premiers jours, la grossesse. Tu sais qu'il y avait des phases de vie plus sensibles. Peut-être qu'on peut juste terminer par ces phases de vie qui sont intéressantes. Ben, après 2 ans, à partir de 3 ans, l'alimentation de l'enfant, ben, elle devient assez proche de celle de l'adulte. Donc, Oui. avant ça, l'enfant a besoin de plus de graisse que l'adulte. Donc, jusqu'à 3 ans, son alimentation est assez différente en termes de répartition. Donc, toute cette période qu'on appelle la diversification, elle est très, très importante. À partir de 3 ans, bien sûr, l'enfant ne mange pas autant, mais l'enfant va manger, avoir
il va avoir les mêmes besoins que l'adulte en d'autres proportions. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas des besoins, à quelques exceptions près, spécifiques de l'adolescent. Bien sûr, il est en pleine croissance, donc il va avoir des besoins en calcium qui sont augmentés. Voilà, il y a quelques petites particularités. Les enfants et les adolescents manquent souvent de fer. Pourquoi? Pleine croissance et que le fer est nécessaire. Donc, il y a des petits focus comme ça. La vitamine D, notamment, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à oublier, on donne aux tout petits et puis on va plus chez le pédiatre et on oublie de la donner. C'est une obligation jusqu'à la fin de la croissance et même après. Donc, bien sûr, il y a des particularités comme ça chez l'adolescent. Le problème, c'est que l'adolescent, enfin, c'est pas un problème, c'est une réalité, est dans une période de grande autonomie, évidemment, qu'il va acquérir. Donc, c'est les sorties, les copains, les copines, on lui fait plus manger ce qu'on veut, hein, entre guillemets. D'où l'importance de l'avoir habitué depuis tout petit à bien manger. Parce que si aujourd'hui, vous êtes une maman qui tout d'un coup découvre l'importance d'une alimentation santé et que vous avez déjà des ados, je vous dis courage. Bravo, hein, mais pour faire changer des habitudes à des ados, c'est très compliqué. Donc, il ne faut pas être non plus trop ambitieux. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelques points de repère, qui n'est pas un jour sans manger au moins un fruit, qui n'est pas un jour sans manger au moins une portion de légumes. Voilà, mais on n'est pas obligé de viser l'excellence. Mais donc, c'est important de les habituer depuis tout petit à bien manger. Et après, les choses se mettent en place tout à fait normalement. Et donc, il n'y a pas de particularité chez l'adolescent, sauf que globalement, comme ils sortent beaucoup, bah, il faut faire attention à la consommation d'alcool, encore une fois. Il faut faire attention à tout ce qui est fast-food, aliments transformés. C'est plus limiter toutes ces choses un peu bof bof que de vraiment être focalisé sur mais quels légumes ou quels fruits. Non, franchement, c'est alimentation équilibrée. Il n'y a rien de Et particulier. pas de régime pour les adolescentes en pleine croissance. J'insiste parce que je vois tellement de cas d'anorexie, de... Pour personne, pas de régime. Ouais. C'est une correction alimentaire. Et puis l'activité physique, hein, c'est dommage, mais c'est vrai que les jeunes bougent moins, hein, très clairement, hein. Donc, tout ça, Et alors, dernière chose, dans les questions, il y a des femmes aussi au moment de la ménopause qui se plaignent de prendre plus de poids, plus de ventre. Quels petits conseils on pourrait donner à ces femmes-là? alors, 1000 raisons qui expliquent pourquoi on prend du poids à la ménopause. Vous avez d'une part, et elles sont pour beaucoup liées à la chute des œstrogènes. Donc, au moment de la ménopause, quand ces œstrogènes vont chuter, on va se retrouver avec une quantité bien moindre de lactobacilles au niveau du microbiote. Du coup, ça va déséquilibrer le microbiote et favoriser plus facilement des ballonnements. Donc, l'idée, c'est de se supplémenter avec des probiotiques pour vraiment essayer de limiter ce risque de perte des lactobacilles. Et pourquoi les œstrogènes, la baisse des œstrogènes, tu peux juste expliquer le mécanisme, joue sur la population du microbiote? Alors, parce que il y a au niveau de l'intestin, au niveau vaginal notamment, il y a du glycogène. Et si les œstrogènes baissent, on va observer une diminution de ce glycogène et donc les lactobacilles sont moins nourris, on va dire. Et donc, il y a un lien très clair. Le microbiote et les hormones sont liés de façon vraiment très étroite. Et donc, ça peut faire des ballonnements. Ça, c'est une des raisons. Donc, on prend des probiotiques. Deuxième raison très fréquente, c'est que la chute des œstrogènes peut aussi entraîner de l'insulinorésistance. Donc, et notamment par cette modulation du microbiote. Donc, tout tourne un peu là. Donc, à partir du moment où on devient moins sensible à l'insuline, eh bien, on va en fabriquer plus. Or, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, on va stocker beaucoup plus ce que l'on mange. Tout bad. Donc, ça. Alors, vous avez aussi la chute des œstrogènes qui va limiter la production des hormones thyroïdiennes. Et puis aussi, donc, du coup, limiter notre métabolisme de base. Donc, on va brûler moins au repos. Donc, ça n'aide pas. Donc, tout est fait clairement pour qu'on prenne du poids. Et on sait aussi qu'on va avoir un développement d'adipocytes au niveau abdominal au moment de la ménopause. Alors qu'au préalable, c'était plus les fesses, les cuisses.
Et donc, on a du coup plus de gras qui s'installe au niveau du ventre, ce qui euh, est renforcé par la perte de sensibilité à l'insuline, puisque quand on est insulino-résistant, c'est surtout au niveau du ventre que ça va se localiser, ce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas ravi. Donc, si on ballonne et qu'on a plus de gras qui s'installe au niveau du ventre, fatalement, ça va faire plus de gras. Donc, en gros, ça va être suivre les conseils dont on a parlé par rapport à l'insuline et à la glycémie. Ça, c'est vraiment essentiel. Peut-être un petit peu diminuer sa quantité de féculents, un petit peu, hein, mais surtout en améliorer la qualité et suivre ce que j'ai parlé. Euh, Au niveau de la thyroïde, bah, c'est vérifier avec un professionnel de santé qu'elle fonctionne au top. Et sinon, c'est vrai qu'il existe des petites plantes sans risque qui boostent un petit peu la thyroïde et qui peuvent aider. Donc, bah, dans le livre sur les hormones que j'ai coécrit avec Vincent Renaud, il y a tout un chapitre sur comment naturellement un petit peu booster sa thyroïde. Et donc voilà, bon équilibre oméga 6, oméga 3, puisqu'on sait qu'un excès d'oméga 6 favorise une prise de poids également. Et puis bouger plus, hein, l'activité physique, il n'y a rien à faire, mais ça aide quand même dans ces périodes difficiles, dans ces périodes un petit peu de prise de poids plus sensibles, ça aide quand même aussi On revient au basique, hein, avoir une bonne santé. En plus, il y a des tonnes de recettes healthy sympas aujourd'hui qu'on peut faire. On peut être vraiment plus facilement guidé. Il y a de plus en plus d'aliments santé quand même dans les rayons des supermarchés aussi. Faut trier le grain de livret, comme disait Véronique. Méfiez-vous des campagnes fumeuses de certains industriels. Donc voilà, il faut se renseigner, mais on en revient vraiment à ce basique. L'alimentation, c'est absolument énorme au niveau prévention. On a juste une dernière question, quelqu'un qui demande les plantes qui peuvent booster la thyroïde. Et après, je te laisserai dire le mot de la fin. Ben, il y en a, voilà, il y en a plusieurs. Donc, la myrrhe, donc on parle des gugules stéraux. Voilà, il y a plusieurs plantes qui sont en général utilisées par les produits, enfin, les fabricants de compléments alimentaires. C'est pas des choses qu'on va retrouver facilement comme ça sur le marché. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre comme ça. Mais la plus connue, c'est pulstérone, hein, ça c'est clair. La ashwagandha, un petit effet aussi. Bacopa monnieri aussi a un petit effet sur la thyroïde. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on a à disposition. Et puis, je voudrais juste aussi terminer en disant attention aussi à un peu ce concept de il y a certains aliments très sains. Et moi, j'observe aussi un petit peu cette tendance à avoir des recettes avec tout le temps les mêmes ingrédients parce que c'est sain. Et peut-être terminer en disant que la variété alimentaire, T'as raison. c'est absolument primordial. C'est pas parce que l'avocat c'est sain qu'il faut en manger tous les jours. C'est pas parce qu'un aliment est santé. C'est comme s'il fallait manger des brocolis tous les jours parce que c'est bon pour la santé. Pas du tout. Il y a vraiment des publications très intéressantes qui montrent que plus on va varier son alimentation et plus on va couvrir les recommandations nutritionnelles. Donc, il faut vraiment bien enfoncer le clou. Moi, je vois des personnes qui essayent vraiment de manger sainement et qui mangent tout le temps la même chose et qui sont persuadées de manger sainement. Eh bien non, une alimentation monotone comme ça, avec les mêmes aliments, même santé, ça n'a pas de santé. Et donc, on devrait vraiment manger des dizaines et des dizaines d'aliments différents chaque semaine parce qu'ils contiennent des substances différentes, notamment les fameux phytonutriments dont je te parlais. Il faut savoir il y en a plus de 10 000 identifiés. Donc, si vous mangez tout le temps les mêmes légumes, tout le temps les mêmes fruits, vous ne pouvez pas avoir en suffisance. Moi, je dis souvent varier les couleurs et puis suivez les saisons. En fait, il y a tous les paniers de saison aujourd'hui qu'on peut se faire livrer. Quand on fait des listes de courses sur Internet, bah, en faire deux, trois qui changent aussi pour switcher. Parce que c'est vrai que c'est important. On a tendance à racheter toujours un peu les mêmes choses, mais la variété, c'est super important. Je te rejoins complètement là-dessus. Et pour couvrir le spectre de vitamines, minéraux, phytonutriments, il n'y a rien de mieux en fait. Donc voilà. Et ne pas se priver, dans tous les cas, de tout, ne pas bannir d'aliments. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. N'hésitez pas à en reposer. Je pense qu'on sera un plaisir d'y répondre. Moi, j'enverrai les questions à Véronique si besoin. Et puis, bah, merci de partager tout ça. On a hâte de voir ton prochain livre. Grand plaisir. Et en effet, si vous avez des questions vous pouvez me les poser aussi, aucun problème. Merci beaucoup, Véronique. À très vite. À bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde.